ils sont payés pour ça d'un côté. Donc à un moment donné, quand tu lui tapes dessus, tu te dis, c'est pas méchant, il y a du second degré. Donc je parle pas, je lui insulte pas, ah merde, rien, je vois ce que je veux te dire. C'est ton côté franc. C'est ma franchise et surtout que le mec il est payé pour ça, tu vois. Je vais pas pleurer pour un mec qui touche 400 bars par mois, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Le fameux grand attaquant. Ah oui, le fameux grand attaquant. Attaquant. C'est un tataki, c'est tataki de baf ou de... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Version Foot. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur du coup d'être avec mon collègue Adrien et d'être dans un lieu, on va dire exceptionnel à Marseille, avec un invité exceptionnel, Monsieur Bengouz du coup qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Ça va les gars? Ça tranquille, va, impeccable? Super. Franchement, ça va. Hein. Bien accueilli? Parfait. Ça va. Parfait. Ça va. Parce qu'à Marseille, c'est primordial, l'accueil, c'est ce qui est, c'est notre plus fort, tu vois, on sait comment accueillir les gens. Donc en tout cas, bienvenue à Marseille et bienvenue dans le fief de chez Bengouz, le Bengouz Shop. Merci de nous recevoir ici. Merci à vous les gars. C'est un lieu très important pour toi. C'est la boutique de Bengouz, c'est là où de temps en temps aussi je fais mes débriefs, c'est là où je vends mes produits dérivés et comme tu as pu le constater en arrivant, je suis complètement en face du stade Vélodrome et en plus de ça, je suis dans mon quartier de mon enfance, donc j'ai eu cette opportunité-là et pour moi c'était incroyable et je suis très fier de cette boutique. En tout cas, elle est super belle. Merci les gars. Super belle, franchement l'emplacement est top. Et vous avez fait comme chez vous. Exactement. Il n'y a pas de problème. Exactement. Écoute, nous le but aujourd'hui du coup de Version Foot, c'est bien évidemment de parler de foot. On va parler du coup avec toi qui est un grand passionné de football. On va pas parler de rugby quand même. Exactement. Ah, non. Pas le même sport, hein, comment dire. Non. Exactement. D'où elle t'est venue du coup cette passion pour le football? Ben écoute, le football quand tu es Marseillais déjà de base, c'est inné. C'est inné et toute mon enfance, je l'ai passé dans ce quartier, là où j'ai ma boutique. J'ai toujours eu le Vélodrome en face de chez moi. Et je pense que quand tu nais Marseillais, tu as cette passion qui te colle à la peau. C'est d'entrée de jeu, quoi. Et Marseille, c'est un cas spécial, c'est un cas à part. La passion, elle est de ta naissance jusqu'à que tu donnes plus signe de vie, on va dire. Mais moi, j'ai toujours, je suis fier de ma ville, je suis fier d'être né Marseillais et franchement, je comprends pas les personnes qui sont nées à Marseille et qui n'aiment pas le football. Parce que quand tu parles de Marseille, automatiquement c'est le football, quoi. Ah oui, c'est sûr, c'est clair. Et si je devais du coup te poser une question par rapport à ça, quel est le premier mot qui te vient en tête si on te dit Marseille? Marseille, Marseille, c'est ma ville, mon club, mon amour. C'est l'OM, quoi. C'est l'OM. C'est Marseille, c'est l'OM. C'est l'OM parce que il y a que ça qui peut coller. Bon, après, peut-être pour les Parisiens, quand tu parles de Marseille, tu te dis là, le soleil, la mer. Mais en tant que Marseillais, spontanément, c'est l'OM, quoi. C'est l'OM parce que c'est ce qui fait vivre cette ville tout au long des saisons. Et la passion, c'est des choses que c'est dur d'expliquer comment tu es passionné, comment tu peux expliquer que tu es Marseillais et comment tu peux expliquer cette passion. Cette passion, tu l'as de naissance en fait. Et ça, c'est une fierté pour nous parce qu'on a aussi un club qui est légendaire avec un palmarès. De temps en temps, on se fait un peu chambrer parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas soulevé une coupe. On soulève que des verres pour boire l'apéro, mais ce qui est dommage, mais ça ne serait tardé, j'espère. Ouais. Et cet orange Vélodrome là pour toi, qu'est-ce qu'il incarne? Le cœur de la ville, on va dire? C'est comment te dire, l'orange Vélodrome, c'est le symbole du rassemblement de tout un peuple. Et comme tu peux le constater sur chaque match, pratiquement le stade est toujours à guichet fermé.
c'est là où tout le monde se retrouve, tout le monde là pour passer son bon moment, son moment de passionné, on va dire, parce que c'est ce qui nous fait vivre en fait. Limite, on vit à travers les performances de l'OM. Quand l'OM va bien, tout le monde va bien. Et quand l'OM perd des matchs, rares sont les gens qui sont joyeux et qui ont le sourire le lendemain d'une défaite. Après, quand il y a un match nul, tu es entre deux, donc tu restes à la maison, quoi. Là, ça va, aujourd'hui, même s'il y a eu match nul, ça va. Ouais, ça va, ça va, mais il y a toujours encore des péripéties. Hein. On en discutera un petit peu plus tard, je pense, mais il y a toujours un petit bémol à chaque fois, un petit souci. Si c'est pas par rapport aux performances des joueurs, c'est l'arbitrage. Si c'est pas l'arbitrage, c'est autre chose. Donc à chaque fois, on se retrouve avec des bâtons dans les roues et c'est dur des fois parce qu'on se dit on est le bouc émisphère du foot français. Ouais. Alors que ils sont jaloux. Ouais. Et tu sais pourquoi ils sont jaloux? Parce qu'on est le seul club à l'avoir gagné. J'en étais sûr, il allait le dire. Oui, mais c'est vrai. Mais messieurs, il faut bien se le dire. Après, il faut se le dire, il faut dire ce qui est. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est blanc, c'est blanc. Tu vois. Après, à un moment donné, l'étoile, on l'a et tu ne pourras jamais nous la lever. Et c'est notre fierté aussi. Quand je te parle de palmarès, quand je te parle de club historique, c'est parce que déjà, ça fait plus de 100 ans que l'OM existe. Et c'est pas pour rien aussi. C'est pas pour rien que cet engouement, cette passion qu'il y a tout autour de ce club qui fait vivre Marseille et ses alentours, tu te dis quand même que l'OM a le droit au bonheur. Donc faut pas être jaloux que l'OM ait gagné la Ligue des Champions. Même si moi, quand j'avais 4 ans à l'époque, on me dit, tu n'étais même pas né, toi, tu n'étais même pas né quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Je fais déjà, j'avais 4 ans. Déjà. Et en plus de ça, tu es jaloux, c'est tout. Parce qu'à chaque fois, ça repart sur, vous l'avez acheté, machin. Ça, c'est l'éternel débat. Et c'était à l'époque des francs, on l'a pas payé cher, frérot. Mais tu vois, au moins tu rentres dans ce jeu, le mec il est content, et il fait les flingues et jette loin, tu vois ce que je veux te dire? Ah, mais c'est vrai. Alors qu'il y en a qui dépensent des milliards et ils ont même pas fait le quart de ce qu'on a fait. Malheureusement. Exactement. Alors que si on avait eu le même package. Le même packaging, on va dire. Tout le corps, on aurait eu des étoiles. Je te le dis. Tout le logo. Et est-ce que tu te rappelles de cette première fois au Vélodrome? Tu te souviens un petit peu ou pas? Moi, j'ai le souvenir que quand j'étais jeune, j'allais souvent au stade avec mon père, qui m'amenait avec lui. C'était en tribune, je crois que c'était en tribune Jean-Bouin. J'allais souvent aussi avec mon parrain, qui m'amenait aussi en virage, qui m'a fait découvrir le virage. Et au tout début, c'était les matchs. Je l'ai passé au début, c'était au virage nord que mon parrain m'a amené. Et je crois que mon tout premier match, j'ai pas réellement un souvenir. Mais déjà, c'était pas le nouveau stade, ça c'est une certitude. Et je crois que j'ai un peu connu le stade, l'ancien stade, on va dire. L'époque 93, tu sais, avant qu'il soit remis à neuf, on va dire, avant la Coupe du Monde 98. Et pour instinctivement, ce qui pourrait me passer à la tête, je crois que c'était un genre de match au OM Guignon, à l'ancienne, je crois que c'était un match de Coupe de France. Et ça remonte quand même assez longtemps. Okay. Donc c'est un souvenir que j'ai eu qui me passe par la tête. Et après, j'ai fait tellement de matchs que je pourrais même plus te dire lesquels c'était, quoi. Et aujourd'hui, tu es une figure de Marseille. Tu es une personne très populaire. On a pu le voir déjà dehors tout à l'heure. Quand tu vois les images, les drapeaux, les tifos à ton effigie, quel sentiment te vient dans ce Vélodrome? Quand tu parles de drapeaux, de tifos, c'est-à-dire? Des photos de toi ou dans le stade ou autre.
Ben, ça m'arrive souvent de voir des personnes déjà porter des vêtements à mon effigie. Et c'est là où je me dis quand même que ben, c'est incroyable. Parce que quand tu es passionné de l'OM, ben, tu es automatiquement collé à Bengouz, quoi. Parce que Bengouz, c'est un Marseillais, c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué sa passion pour l'OM. Et ben, pour moi, c'est très flatteur. Ça fait signe aussi ça fait signe aussi de réussite. Parce que les gens ben, ont compris aussi le personnage, ont compris aussi qui j'étais. Parce que des fois, je peux être aussi concentré et parler un peu comme des grands garçons, on va dire. Comme je peux aussi de temps en temps divaguer et être un peu fou. Et le côté Bengouz, il ressort, tu vois. Mais c'est toujours très flatteur de voir des personnes porter mes propres marques et mes propres t-shirts jour de match. Pour moi, c'est une grande fierté. C'est une fierté pour moi de voir des gens qui... Ben, de aussi se dire que c'est grâce à ces personnes-là que j'en suis là aujourd'hui. Parce que l'aventure a commencé en 2014 et on est maintenant en 2025, ça va faire 11 ans. Et rien qu'en disant 11 ans, c'est quand même incroyable. C'est incroyable parce qu'il s'en est passé et repassé des choses. Et ça m'a permis aussi de faire autre chose aussi que des vidéos sur l'OM, parce que les gens aussi aiment bien voir le côté Bengouz coup de gueule, quoi. Donc des fois, ça m'arrivait de faire des vidéos sur des faits d'actualité qui n'étaient aucun rapport avec le football, parce qu'il y a cette franchise aussi, cette sincérité que ce franc-parler aussi, avec toujours un second degré, bien sûr, avec le respect, hein, on est bien d'accord. Il y a toujours un second degré dans ce que je fais, mais les gens ressentent bien ce que je dis parce que je dis tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas, quoi. Donc, je pense qu'au début, avant que je commence à faire des vidéos, c'était mal parti parce que j'étais quelqu'un de très timide et très réservé. Donc, pour moi, je me suis dit, ça m'a permis aussi de me revendiquer, on va dire, et de montrer tout haut ce que les gens pensaient tout bas, quoi. Et c'est ça qui a fait aussi ma marque de fabrique et qui a fait que l'histoire continue encore maintenant. Et qui va continuer encore longtemps. Je l'espère, si je le veux. Bien sûr, il n'y a pas de raison. C'est gentil. Comment tu t'es lancé du coup en 2014 ? D'où t'es venue cette idée ? Ben écoute, j'ai toujours eu ce côté, comment dire, tu sais, ce côté marseillais caricatural. Tu sais, la caricature marseillaise. J'ai un père qui a eu un bar pendant des années. Et je me suis dit quand même que, après, mon père, c'est mon idole numéro 1, quoi. C'est mon père d'amour, c'est mon papounet, quoi. Et quand je vois les sauts d'humeur quand il rentre à la maison, quand je l'entends parler au téléphone, quand je le vois raconter des blagues, machin, et c'est ce qui m'a aussi un peu inspiré du personnage de Bengouz. Et après, le côté Bengouz, c'est parti de... C'est presque parti, on va dire, c'est parti d'un délire, tout simplement. Et ce délire-là a pris une proportion que je m'y attendais pas au début et que j'ai pris petit à petit. Je me suis dit, mais il y avait vraiment un truc à faire dans ce côté-là, dans ce côté de ce monde de vidéos, de réseaux sociaux. Parce qu'au début, moi, je commençais sur Facebook. Ma première page, je l'ai créée en juin 2014, mais bien avant ça, je postais souvent des petites vidéos sur Facebook et aussi sur YouTube. Okay. Donc c'est ça qui m'a donné aussi cette envie, c'est de voir ce que ressentaient les gens par rapport à ces vidéos et de se dire que les gens ils étaient morts de rire, les gens en redemandaient. J'ai égayé des journées des personnes qui rentraient du boulot et me disent putain, tu as refait ma journée, j'ai passé une journée de merde, j'ai vu ta vidéo, c'est comme si rien ne s'était passé. Donc tu vois, de ramener quand même aussi cette joie, cette bonne humeur comme on sait très bien le faire à Marseille. C'est être Marseillais, c'est tout simplement comme ça. Mais après, Bengouz, c'est un personnage atypique en fait. C'est des Bengouz, tu pourras en croiser 50 par jour. Tu vas dans n'importe quel bar, tu vas en ville,
tu vas en croiser une bonne cinquantaine. Et après, il y a la source d'inspiration, c'est quand tu restes avec les collègues. La plupart du temps, moi, je restais dans un club de boules où on passait notre temps à jouer aux boules, on était tous entre amis et il y avait beaucoup d'anciens. Et c'est aussi cette source d'inspiration qui m'a fait prendre et piocher certaines certaines expressions, on va dire. Okay. Je me suis beaucoup inspiré du côté de mon père, mais aussi du côté des anciens du bar, on va dire. Ok. Ah, l'anecdote est quand même plutôt bien. Ben, c'est ce qui m'a fait connaître, en fait. Après, j'ai pris un peu du savoir-vivre, on va dire, marseillais, comme ils savent le faire les anciens. Parce que quand tu vas au bar et le lendemain de match et que autour d'un apéro, ils se refont le match 30 fois et que tu les écoutes parler, tu pleures de rire. Parce que le mec, il n'a pas dormi de la nuit. Après, ça dépend ce qu'ils ont fait hier, l'OM. Mais, tu vois, voilà, il y a eu match nul. Donc là, comme je t'ai dit, ils sont un peu entre deux. Mais il y a toujours un truc, quoi. Donc quand tu les écoutes parler, c'est ce qui m'a permis de piocher certaines expressions et continuer à faire ce que je savais faire de mon côté et transformer tout ça en vidéo et de proposer ça aux personnes qui me suivent. Ok. Maintenant, si on en revient un petit peu à Marseille et à tous les joueurs du coup que tu as pu connaître depuis que tu suis l'OM, quel est le meilleur joueur selon toi que tu as vu sous les couleurs marseillaises? Le meilleur joueur selon moi que j'ai vu sous les couleurs marseillaises. Il y en a eu. Il y en a eu, oh, frère. Les choix, ils sont durs. Les choix, ils sont durs. Il y a eu des grands joueurs quand même. Il y a eu des grands joueurs, mais voilà, le premier qui me vient en tête, c'est Basilou. Ouais. Basile Boli. Basile Boli, qui est l'emblème de Marseille, c'est centre d'Abedji Pelé, tête de Boli, et c'est ce qui a délivré tout Marseille. Et c'est la légende de notre ville, on va dire. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, on le remerciera jamais autant que moi. À chaque fois que je le vois, Basilou, je lui embrasse le front. Et il le sait. Maintenant, c'est devenu une habitude. Au début, c'était un peu plus. J'étais un peu, même moi, j'étais un peu gêné. J'étais gêné de le voir. Donc, tu vois, j'étais là au tout début. Je me disais, comment tu vas, Basilou, machin. Maintenant, carrément, quand je le vois, il me le tend le front d'entrée. C'est même plus, on se fait la bise. Je sais ce que je veux te dire. Incroyable. Mais après, il y en a eu des personnes, il y en a eu des joueurs qui ont fait du gros taf à Marseille et qui ont été exceptionnels. Mais la première personne qui me vient en tête, c'est quand même Basilou, parce que voilà, c'est lui qui a ramené l'étoile à Marseille, c'est lui qui a fait vibrer tout un peuple. Et j'espère qu'il y en aura un autre d'ici là, mais bon, pour l'instant, ça reste un peu compliqué. Il faudrait voir sur le long terme, mais je pense que ça pourrait le faire. On l'a fait une fois, on pourra le faire deux fois. Ah, exactement. De toute façon, on est les seuls à l'avoir fait, donc j'ai envie de te dire, je suis pas inquiet. Ça franchement, tu vois, genre au rétro, il y a des gains, tu vois, je peux te dire. Bah, et le pire joueur, du coup? Oh, le pire joueur, oh là là! Il y en a eu aussi. Allez, d'entrée, De Segli. Ah, c'est vrai! De Segli. Ah oui! Ah, mais De Segli. Je pensais à un autre nom. Tu pensais à qui? Et Ubokan. Costas. Et Ubokan. Costas Mitroglou? Il y a eu pire que lui. Et ouais, et sur après, Costas, tu vois, Costas! Oh, Mitroglou! Voilà, c'était pour ça. Voilà, tu vois. Costas! Et c'est le seul qui m'a fait danser le shirtaki. Et il m'a fait danser le shirtaki sur le bar, c'était vraiment incroyable. C'était pas le pire des joueurs, quand même, Costas Mitroglou. Qu'on soit d'accord, quand même, il y en a eu des pires, des Jiménez, des Mendoza, des Fletcher, tu vois. Des Fiorez aussi. Des Fiorez qui a voulu prendre le 11 après que Drogba soit parti. Ça, c'est des gros problèmes. Ça, c'est des mecs qui auraient dû arrêter le ballon d'entrée de jeu, tu vois. Et on les a toujours au fourgam à l'OM, tu sais, où je sais pas les agents de ces joueurs-là, comment ils ont pu arriver à faire venir des joueurs comme ça à Marseille. Bah après, ça fait partie de notre
ça fait partie de notre histoire. Mais tu parles de Costas, personnellement, je le mettrais pas dans le top 10 des pires, quand même. Ça va. Je l'ai beaucoup clashé. C'est pour ça, Mais c'est pour ça que je te dis ça. Je l'ai beaucoup C'est pour ça que clashé, je te mais dis ça, ouais, bien sûr. c'était vraiment bon enfant c'était vraiment bon enfant, c'était vraiment pas dans l'irrespect. Non. Parce que voilà, on sait que voilà, après ils sont payés pour ça d'un côté. Donc à un moment donné, quand tu lui tapes dessus, tu te dis c'est pas méchant, il y a du second degré. Donc je parle pas, je lui insulte pas, ah merde, non. tu vois ce que je veux te dire. Non. Je suis là, je parle de lui, mais il y a toujours cette petite parenthèse qui fait que voilà, c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est juste que je donne mon ressenti. Bon, des fois, j'y vais un peu durement, mais voilà, c'est pas malsain, quoi. C'est ton côté franc. C'est ma franchise, et surtout que le mec, il est payé pour ça, tu vois. Je vais pas pleurer pour un mec qui touche 400 bars par mois, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? On est bien d'accord. Et surtout que tu es payé à nous faire rêver, quoi. Tu n'es pas payé à tirer des ballons et à tuer des mouettes, mon frère, tu vois. Parce que tuer des gars bien, frérot, va faire chasseur, tu vois. Parce le fameux grand attaquant. Ah oui, le fameux grand attaquant. Attaquant. C'est un tataki, c'est tataki de baf ou de... mais qui dérive d'un coup. Non, mais voilà, après, c'est vrai qu'il y en a eu des joueurs quand même assez spéciaux. De Chegli, c'est vrai. Mais bon, de Segli et franchement, Ubocan, c'est des perles, ceux-là. D'ailleurs, des nouvelles de... C'était la pire époque de l'OM. On a des nouvelles, messieurs? Ah, je sais pas où ils sont. L'autre, il a fini à... Le Slovène, Ubocan, il a fini à je sais pas où. Et De Segli, alors une fois, une anecdote sur De Segli, c'est que je sais pas si vous vous en rappelez, c'est un match contre Lorient. Il était sur la feuille de match. D'un coup, ils l'ont levé de la feuille de match. Pourquoi? Parce qu'il avait peur du synthétique. Non, c'est vrai. Sur la tête de ma mère. Il avait peur du synthétique. Ouais. Alors déjà que tu es bidon. qu'on soit franc. Le mec, il est bidon. Parce qu'il pensait plus à son brushing. Tu sais, c'est un genre d'Italien. Son brushing. Mais en plus, on se dit, il vient de la Juve. Putain, c'est beau, tu vois. Mais ils n'étaient pas deux Segli. Il n'y en avait pas deux, non? Il y en avait qu'un. Non, mais je pense il n'y a pas un frère ou son cousin? Un truc comme ça, De Seglio, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Je confonds. De Cheglio, mais c'est celui qui joue à l'OL. Ouais, c'est celui qui joue à Lyon après. Ouais. Ah ouais, alors peut-être je confonds, mais quand même, ces mecs-là, ils ont quand même porté le maillot de l'OM et te dire que sur un fait de jeu, tu joues pas le match parce que tu as peur du synthétique. Genre limite, c'est parce que peut-être tu as peur des blessures ou il n'a pas les mêmes sensations que je sur la pelouse. Frérot, tu n'es pas bon. Alors qu'il est synthétique, pelouse, ou même si tu joues sur du marbre, tu vois, genre, tu es bidon quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment des joueurs qui ont porté le maillot de l'OM, mais que tu n'as pas compris pourquoi ils ont porté ce maillot. Surtout que ce maillot-là, à Marseille, il y a un certain engouement, il y a une passion. Il y a une passion, je crois qu'on sort d'une année rocambolesque avec Bielsa, si je ne me trompe pas. C'est l'année où Bielsa part, la première journée. Ouais, je crois que c'est l'année où Bielsa part, je crois que c'est la saison qui suit. Ouais. Donc on se dit peut-être qu'il va y avoir du changement, et en fait on est passé du tout au rien en fait. Et après c'est comme ça, hein, c'est les aléas de l'OM. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y en a toujours un. Il y en a toujours un ou deux. Genre tous les 5 ans, on s'en fait fourrier un ou deux. Tu vois, genre, on est Emmaüs, tu sais. Genre, c'est nous, tu sais, tiens, on le veut pas, lui, allez, prenez-le. Donnez-lui ses sous. Et tu crois que tu as une récréation, tu es à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Garderie? Pas compris, tu vois. Genre, monsieur, on se réveille. Parce que ce genre de personnes, il faut. Quand tu signes à l'OM, tu sais où tu atterris, en fait, tout simplement. Le mec, ça veut pas dire qu'il joue à la Juve, qu'il se prend pour, tu vois. Tu vas faire DJ ou je sais pas ce que tu fais. Ouais. Mais justement, là, tu parles de joueurs et tu parles de ferveur, de passion. Est-ce que tu penses que c'est l'une des causes, quand un joueur vient à l'OM, il dit que c'est un club à part? Même quand il part aussi, dans les interviews, il dit, voilà, c'est un club à part. Pour toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Mais parce qu'ils savent où ils vont mettre les pieds. Enfin, personnellement, je parle en tant que Marseillais. Ouais.
Mais un joueur qui s'apprête à vouloir signer à l'OM et à donner ses engagements à ce club, il sait où il va mettre les pieds. Il sait les attentes du club, il sait les attentes des supporters. Parce que l'OM, c'est un club, mais l'OM, c'est aussi ses supporters. Parce que sans supporters, il n'y a pas d'OM. C'est pour ça que la plupart des supporters, l'OM, c'est nous. Parce que c'est eux qui font vivre, je parle de nous, c'est les supporters qui font vivre Marseille. Ce côté passionné, parce que tu es là et tout au long d'une saison, tu vibres et tu te plies en quatre pour ton équipe. Ne serait-ce que il y a des gens qui font des sacrifices pour aller voir l'OM. Ouais, tout à fait. Il y a des gens qui se disent quand même que ils vont mettre une dépense de côté pour aller voir le match au Vélodrome et faire plaisir à ses enfants. Il faut se dire que pourquoi? Mais parce que l'OM, ça pue le football. L'OM, ça a besoin de vivre à travers son club. Et je pense qu'un joueur, quand il signe à l'OM, il sait où il va mettre les pieds. Donc il y en a qui se disent, je vais prendre le défi comme il se doit et je vais me donner à fond. Mais malheureusement, il y en a qui prennent ce défi un peu trop à la légère. Il y a aussi pas mal de joueurs qui supportent pas la pression quand ils sont au stade. Parce que la pression, on la voit pas, la pression. La pression, il faut la supporter, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, tout à fait. Et donc, Marseille, c'est un club qui a beaucoup d'attentes, en fait. Parce que, comme je te l'ai dit, on en manque de vibration, même si sur certains matchs, j'ai vibré sur plein de matchs, bien sûr. Mais il y a quelque chose il manque un truc. Il manque ce truc où de me faire limite chialer, quoi. J'ai chialé, même sans remporter de coupe, hein. Mais il y a des moments où on se dit on a le droit quand même aussi à ce bonheur-là. Donc c'est soit tu viens dans ce club, tu te donnes à 300% et tu fais les choses bien, soit tu n'as pas les épaules pour, frérot, tu pars à la mi-temps, quoi. Enfin, tu pars à la mi-temps, tu pars au mercato d'hiver, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu t'es dit, le défi était trop lourd pour moi. Alors que je comprends pas des gens qui n'arrivent pas à supporter cette pression. Parce qu'il n'y a pas de pression, enfin. C'est vrai que c'est quand même... c'est incroyable, hein, quand tu rentres dans ce vélodrome, tu te dis... putain, où j'ai atterri. La pression, je sais comment la combattre, mais quand j'ai dit ça en conférence de presse, quand je vois 70 000 personnes en train de scander mon nom, c'est plus pareil, là, tu vois. Là, c'est couche pomperse, tu vois ce que je veux te dire. Dans le couloir, tu dois... Et dans le couloir, tu cogites aussi. Ouais. Donc, tu dis, j'ai atterri dans un club historique, dans un volcan en fusion, dans un club où ils bandent pour ça, limite, ils mouriraient pour leur club. Comme on dit, combattre pour l'OM à la vie et à la mort, parce que c'est dans notre gène. Donc il faut être costaud, il faut avoir les épaules pour pouvoir signer à l'OM. Et malheureusement, il y en a qui tentent le défi, mais malheureusement, ça tombe à l'eau. Et est-ce que pour toi, justement, cette passion, cette exigence de la part des supporters, est-ce que des fois elle est disproportionnée? Est-ce que tu penses qu'il y a certains incidents qui se sont passés au fil des années, pas ces 2 dernières années, même si tu remontes un peu plus loin, notamment l'affaire des cyprès brûlés, la commanderie, tout ça. Est-ce que tu penses que parfois c'est disproportionné? Après, disproportionné, des fois, je pense qu'il y a eu un peu de... Ça a dérapé, mais faut comprendre aussi les gens, quoi. Il faut comprendre aussi les gens. Comme je t'en parlais juste là, il n'y a même pas 2 minutes. C'est que l'OM, c'est à part entière, quoi. L'OM, c'est... ça fait partie de la famille, quoi. C'est ton club. C'est limite, il y a des gens qui... je connais des collègues à moi, ils préfèrent l'OM que leur femme. Alors qu'ils ont des enfants avec ça, ils ont des enfants ensemble, mais ils préfèrent l'OM que sa femme. C'est parce que l'OM, c'est limite, c'est ce qui te fait vibrer, quoi.
Tu attends ce match une fois par semaine, tu te dis, genre, tu es comme un enfant, en fait. Tu attends ça comme si tu étais un minot. Et tu te dis, est-ce que des fois, ça prend pas des proportions énormes? Et ça prend des proportions, mais pourquoi? Parce que ils font pas leur boulot, quoi. Ils font pas leur boulot. Il y a des gens qui payent leurs abonnements, ils se roulent par terre pour pouvoir finir leur fin de mois. Et toi, tu te retrouves à perdre des matchs constamment, comme l'époque où il s'est passé des dingueries. Et parce qu'il y a aussi une mauvaise gestion. Les gens qui étaient à la présidence de l'OM, ils étaient là, ils pensaient que c'était genre il était là, ils croyaient qu'il était Intermarché, tu sais, genre ils pensaient que c'était la guinguette, tu sais, porte ouverte à toutes les fenêtres. Genre tu te dis mais le mec il est tombé sur la tête, il sait pas où il atterrit lui en fait. Mais parce que l'OM c'est un club à part entière. On est exigeant. On est exigeant pourquoi? Parce que on est un club historique et parce qu'on mérite d'être tout en haut de l'affiche. Comment tu peux dire qu'on est là? Bon, on est quand même là. Bon, moi j'aurais dit la première ville de France. Mais on est là quand même la deuxième ville de France. On a le plus grand stade de France, à part le Stade de France, bien sûr. Et le Stade de France, il appartient pour l'équipe de France. Mais on est là. Club, c'est l'OM. On est bien d'accord. Donc tu te dis quand même que tu sais à quoi t'attendre, quoi. Et en plus, quand tu es footballeur, donc tu es un professionnel, donc à un moment donné, tu n'es pas arrivé là pour rien. Tu as fait des sacrifices aussi. Tu as fait des sacrifices pour en arriver là. Et si après le football, c'est collectif. S'il n'y a rien qui va et qu'à un moment donné, on fait des mauvaises performances, il ne faut pas en vouloir aux supporters. Parce que c'est grâce à eux que tu vis, quoi. Tu vois, sans eux, tu n'es pas là, frérot. C'est comme moi, je ne suis pas là sans le soutien de toutes ces personnes. Bien sûr, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et je suis fier d'être Marseillais parce que peut-être que si j'avais été né à Dunkerque ou à Brest, tu vois, ça aurait peut-être pas passé pareil pour moi, tu vois ce que je veux te dire? Ça aurait été la même. Et non, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que je suis fier d'être né Marseillais, je suis fier de ma ville, je suis fier de mon club, mais il faut nous le rendre comme il se doit. Après, on n'a pas le même palmarès que le Real Madrid, on n'est pas le Real Madrid non plus, mais on est en termes de réputation, quand tu parles de l'OM dans le monde entier, on sait qui tu es et on sait c'est qui l'OM. Ils savent que l'OM, c'est la Ligue des Champions, l'OM, c'est la ferveur, l'OM, c'est un club à part entière. Donc, à un moment donné, faut pas en vouloir aux gens qui se plient en quatre pour ce club, parce qu'il y en a énormément qui font des choses extraordinaires, comme les groupes de supporters qui se donnent à 300%, qu'il y en a limite, il y en a qui ne dorment pas, il y en a qui font des sacrifices énormes, qui ne voient pas leur famille pour préparer des tifos, et que des fois tu ne rentres pas au bout de 3-4 jours pour que tu assistes au match et tu perds 3-0. Ah frérot, tu as envie de le tuer les mecs, tu as envie de les prendre, de faire un tête-à-tête vraiment avec tout le monde. À la queue leu, tu mets des gifles à tout le monde. Non mais c'est vrai, tu te dis, ah mais pour de bon, oh, j'ai fait tout ce travail pour ça. Et les supporters, ils donneraient pères et mères pour, tu vois, genre pour... C'est incroyable quand même. C'est bien aussi d'avoir cette vision-là, parce que c'est vrai que on n'a pas des fois, avec les médias, des fois quand ils relatent les faits des supporters et tout, c'est bien d'avoir aussi un avis d'un un pur supporter de Après, je dis pas que c'est bien. Non, mais après, tout est... Après, faut savoir montrer ça quand tu es pas content, quand tu veux montrer que c'est pas dans tes attentes. Il y a des façons de le faire. Des fois, c'est un peu exagéré aussi. Mais il faut comprendre aussi ces gens. Il faut comprendre aussi ces gens. Parce que voilà, il y en a qui donneraient tout pour ce club. Donc il faut comprendre que une victoire, une simple victoire, ça rend la vie heureuse et ça te fait oublier plein de soucis. Je te jure. Je vais te lancer sur un petit sujet un peu actuel sur le football. Ouais. Parce que des fois l'OM perd. Mais perd pas parce que l'équipe de l'OM est mauvaise, à cause de l'arbitrage. Oh putain. Est-ce que tu penses qu'il y a un réel problème entre les arbitres français, on va dire même l'arbitrage en termes général, et l'OM?
Oh, le Texier. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre nous. Ouais. Je pense qu'on est, on est les mal-aimés. Nous sommes les mal-aimés. Qui c'est qui chante ça, Claude François? Putain, Je suis... Possible, je sais Ah pas. ouais, on est les mal-aimés, ils nous aiment pas. C'est pas possible, à chaque fois il nous arrive une histoire. Si c'est pas... Comme Bah. la stat, il y a une stat avec, comment il s'appelle, Clément Turpin. Je crois que l'OM, sur 36 matchs qu'il a arbitré, zéro victoire. Zéro victoire, c'est ça qui est incroyable. Mais après, ça veut pas dire que... Non, C'est soit il a la guigne, c'est soit il a la guigne et qu'il est vraiment c'est chat noir, tu vois, ou soit il nous aime pas, parce qu'on le voit à sa tête quand même. Mais de toute façon, on les voit tous, les arbitres, on les voit comme... De la façon comme ils arbitrent un match de l'OM, et de la façon comme ils arbitrent, on va dire, un match du FC Lyon, tu vois, c'est deux choses différentes. Mais le problème, c'est que ça devient constant, en fait. Et on se dit qu'à chaque match, on dirait qu'on se répète, mais après, on se fait passer pour les vilains, le Calimero, tu sais, chaque fois, on se plaint. Mais on se plaint, mais est-ce que tu vois les images aussi? Donc, à un moment donné, quand on voit certaines fautes d'arbitrage, et surtout que maintenant, ils ont installé une VAR. Donc, ils ont mis un budget pour ça. Ils mettent des mecs dans un AGECO avec 800 écrans, ils sont 4 dedans. Des fois, ils n'arrivent pas à te dire s'il y avait hors-jeu, ou s'il y avait main, ou s'il y avait penalty, ou s'il y avait... C'est quand même incroyable, quand même. Alors que le mec, il le voit dans tous les cadres. Hein, je te dis, mais dans tous les angles. Ouais, Ils ont 15 écrans en plus devant eux. et tu te dis, c'est quand même incroyable. Et c'est incroyable, et ça tombe toujours sur nous. Et ça tombe toujours sur nous. Et tu vois, genre, moi, le truc qui était récent, qui m'a fait quelque chose, tu vois, c'est le match, le Classico contre le PSG. Le pied en l'air de Harit. Bon, c'est vrai qu'il y a faute, tu vois. Mais tu peux pas casser un Classico, tu peux pas casser un match en mettant une carte rouge d'entrée de jeu. Là, il te tue le match. En plus, comme il est, le mec, il te le dit à la fin de la conférence de presse. J'ai tué le match. Ah, tu es l'enculé. Et normalement, ce match-là, il doit être la vitrine un peu de la Ligue 1. Parce qu'il n'y a que ça, en fait, comme match qui te. Mais faut que ça rentre dedans. Tu regardes un peu les matchs anglais. Ouais, bien Voilà, sûr, tu vois comme ils sont en Angleterre. Des fois, tu te dis, oh, le mec, il lui a arraché une jambe, ça continue à jouer. Tu vois, donc on dirait qu'on est dans deux mondes différents. Alors, comme j'ai dit, on est les mal-aimés. C'est-à-dire que le mec, il doit rentrer chez lui, jouer aux fléchettes sur le fanion de l'OM, quoi. Genre, je sais pas, il nous aime pas. Et à chaque fois, c'est une erreur d'arbitrage. Et après, on se dit, mais à chaque fois, vous marronnez, les Marseillais, vous marronnez. Vous êtes des pleureuses. Mais on ne pleure pas, nous. On est des hommes. On aime l'OM, Fada. C'est juste qu'en fait, il y a l'enculé qui ne sait pas arbitrer, tout simplement. Pardon pour les termes. Hein. Mais nous, l'enculé, c'est une virgule. Et c'est gentil. D'ailleurs, donc, du coup, on se dit quand même que... Qu'est-ce qu'il faut... on fait quoi, alors, du coup? je suis d'accord. C'est un gros problème. Moi, à l'époque, quand je jouais au ballon, enfin... J'étais pas... Il mettait un parent d'un joueur en tant qu'arbitre. Pourquoi il ne mettrait pas un supporter en tant qu'arbitre? Il ferait peut-être mieux le taf qu'un vrai arbitre. Ça serait drôle, ça. Ça serait très drôle. Ça serait très drôle peut d'avoir. vraiment partir loin. Ah, ça part en couille, là, je te le dis. Ça serait tellement énorme. Tu t'imagines arbitrer au MPSG? Putain, ce serait drôle, hein. Le match, il se finit à 2 contre 11. Ouais, je crois que c'est au bout de 4 ou 5. 4, que c'est tapillaire. Ça finit en 5 cartons rouges au bout de 20 minutes. Donc, laisse tomber. Ah, mais je comprends, des fois, tu peux péter un plomb. Donc, on est toujours pointé du doigt, mais si on crie tout haut, les injustices qui se passent tout au long d'une saison, parce qu'il s'en est passé des choses, hein. Il s'en est passé, et je pense que sur chaque saison, depuis les 10 ans que je fais des vidéos, et même bien auparavant, bien sûr, je peux te dire qu'on peut sortir au moins 10 histoires par an. Ouais, je suis d'accord. 10 histoires ou même 10-15 histoires par an. Et à l'inverse, pour un sentiment un peu plus positif, l'arrivée de Zerbi. Attends 2 secondes. Vas-y. Le Texier, meilleur arbitre du monde, au fait. Hein. Aussi. C'est qui qui a noté? Non, mais c'est qui a voté? Gilbert Montagnier non, mais on le souligne là. Hein. Et Turpin, 4e mondial. Non, mais attendez. C'est vrai. C'est pour clore le débat des arbitres, quoi. Mais pour te dire comment ça va loin. Meilleur arbitre du monde, le Texier. Du monde.
Le gars qui se contredit sur 2 fautes, les mêmes presque. Je crois que c'est Monaco PSG, Oh, il n'avait putain. pas voulu faire la conférence de presse pour Oui. pas se justifier. Ouais, auprès il du- s'est taillé juste après. Oh, putain. Ouais. Quand j'ai vu ça, je pensais que c'était un poisson d'avril avant l'heure, tu sais. Ah, non, mais incroyable. C'était pour la parenthèse de on C'est- parle de l'arbitrage, Ouais. donc voilà. Non, mais t'as bien fait de le souligner, c'est marrant. C'est Ouais, ouais, drôle, parce que finalement. c'est- C'est drôle. On en rigole tellement c'est Mais ridicule. franchement, C'est clair. c'est incroyable. Et du coup, sur De Zerbi, un entraîneur quand même qui est référencé, qui a été voulu par United, je crois, à un moment aussi, je crois, quand il voulait changer d'entraîneur, qui arrive à l'OM, ça t'a procuré quoi? Ben, De Zerbi, auparavant, je voyais ce qu'il faisait en Angleterre, c'était avec Brighton. Ouais, tout à fait. Et on s'est dit, déjà, l'OM, il manquait, tu sais ce qui manque à l'OM depuis presque toutes ces années-là, il manquait de la stabilité. Donc, C'est vrai. pour l'instant, je parle de stabilité, on parle de l'entraîneur, il vient d'arriver cette année. J'espère qu'il va être sur le long terme. Ouais. Parce qu'on passe déjà pour construire une équipe, pour construire Une idée de jeu, voilà, un des- style, etc. un style de jeu, tout ça, ça part déjà sur l'entraîneur. Donc si on arrive à quand même le garder pour les prochaines années, ça serait magnifique. Quand on voit ce qu'il propose et ses tactiques de jeu et sa façon de voir les choses et de comment il est avec son effectif, moi je pense que ce mec-là, il peut beaucoup apporter à l'OM. C'est un Italien, il est pas aussi foufou que tous les anciens entraîneurs qu'on a eus, mais il a ce côté aussi, ce côté sanguin, quoi, Côté italien aussi. côté hein. italien, mais Côté italien. où on peut se retrouver nous aussi en tant que Marseillais, parce que on a toujours aussi aimé les Italiens, un peu les mecs qui parlent avec les mains et cassent des marques, cosa fa, tout, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en plus, il a sorti des phrases un peu de ouf après, quand il y a eu une série un peu de matchs nuls, défaites et tout. Il a dit, ouais, si ça va pas, je prends la responsabilité, je me casse, quoi. Ouais, parce que le mec, il sait où il va en venir, quoi. Il sait que il connaît son équipe, il connaît l'OM, il sait les attentes des joueurs, il sait l'attente des supporters. Donc, à un moment donné, les responsabilités, certes, c'est lui le chef d'orchestre, mais c'est pas lui qui est sur le terrain. Tu Je suis comprends? d'accord. Donc, peut-être il y a des moments où il a fait des systèmes ou des choix de titularisation. C'est son métier. Après, peut-être que des fois, il divague un peu, mais c'est son job. Donc, à partir du moment, j'ai pas grand-chose à dire. Mais un De Zerbi, franchement, Roberto, ci amo, hein. Ci amo, parce que je pense qu'on va pouvoir faire de très belles choses avec lui. Ah, je pense que vous allez Et j'espère qu'il va rester longtemps, parce que déjà on a besoin de ça, de la stabilité comme j'ai dit. Et puis je pense qu'il commence à apprendre ce que c'est que d'être Marseillais. Et une fois qu'il a mis le pied ici, il a tout compris. Donc j'espère que ça va continuer, qu'on va faire une belle fin de saison. Et que l'année prochaine, on pourra aller voir un peu plus au-dessus. En plus, tu as raison, parce que tu parles de stabilité, c'est vrai que ça va aussi avec Longoria et Benassia, Qui font du... qui font du bon boulot. Et je pense que le trio, sur un long terme, ça peut donner oui. quelque chose de Sur le long terme, ça pourrait être extraordinaire. franchement. Longoria, depuis le temps qu'il est là, on en a vu passer, repasser des joueurs. C'est pour ça qu'on se disait quand même, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de changements, on a vu beaucoup de départs, on a vu beaucoup d'arrivées. Il y a eu des saisons où on se dit 10 arrivées, 15 départs. Tu te dis, mais en fait, c'est un moulin, quoi. Tu rentres, tu sors. C'est genre, limite, tu te dis, jamais on va être tranquille. On ne peut pas avoir une équipe stable, des joueurs cadres, faire des petits changements, bien sûr, mais on ne peut pas trouver de la stabilité pour pouvoir aussi nous permettre de voir plus loin. Et c'est en ayant des joueurs cadres où tu vas pouvoir te dire sur certaines personnes qui acheter, qui pourra recruter, qui va pouvoir vendre. Mais si tout au long si à chaque saison tu te retrouves à vendre 10 ou 15 joueurs et en acheter 15 autres, je te dis tu t'en sors plus. Et c'est là peut-être là où tu pourras pas faire de belles performances et à chaque fois tu te manges la tête, quoi, dessus. Donc à un moment donné, le taf qui a fait Longoria, au début c'était un peu trop farfelu. Là maintenant avec Mehdi Benassia,
qui est en train de faire, qui est devenu maintenant président, Directeur directeur du football. Directeur Ils l'ont appelé directeur du football. Donc, c'est directeur sportif, quoi. Pour moi, il est un peu côte-côte avec, c'est pareil avec Longoria. Et en plus de ça, c'est un mec qui connaît l'OM. Et il sait où il a mis les pieds. Ouais. Et il sait c'est quoi les attentes des supporters. Donc c'est pour ça qu'un mec comme Benassia qui a pas sa langue dans sa poche, de toute façon quand tu le vois, hein, quand il fait une interview, il dit tout. Hein. Ah ouais, c'est ce qui lui il mâche pas ses mots et c'est ce qu'on aime. Voilà, parce qu'à un moment donné, on se fait beaucoup taper dessus nous aussi. Donc quand tu dis des vérités, que ça en déplaise à certaines, eh ben faut les entendre. Et la plupart du temps, quand il a fait des sorties médiatiques, Mehdi Benassia, ces sorties médiatiques ont toujours été sincères et droits. Parce que ce qu'il dit, la plupart du temps, même constamment, ça a été des choses qui s'avèrent que ça a été des choses vraies et réelles. Que ce soit pour l'arbitrage ou que ce soit même lui, de temps en temps, le dernier match, c'était contre Lille, il se prend un carton rouge. Pourquoi ? Après, je ne vais pas parler de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de racisme, tout ça, on va mettre ça de côté. Parce que c'est pas peut-être par rapport au racisme, mais c'est parce que ce mec-là, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et quand il veut t'affirmer quelque chose et te faire comprendre une vérité, il te le dit à la télévision, il te le dit entre quatre yeux. Et il n'y va pas à quatre chemins. Donc pour moi, il fait du très très bon taf. Ça fait c'est depuis cette saison qu'il est là. J'espère que l'aventure va continuer encore et encore longtemps avec lui et qu'on va pouvoir vivre de très bonnes choses. Et moi, je suis totalement confiant sur lui. Totalement confiant sur Mehdi Benassia et voilà, il nous manque juste ce petit truc en plus. Bon, après cette année, il n'y avait pas grand chose à faire, hein. À part jouer ce championnat et la Coupe de France. Fallait le droit au but. Comme on dit à Marseille, droit au but et on verra bien. J'ai une petite dernière question qui est un peu drôle, on va dire. Parmi tous les joueurs, enfin, on peut parler du PSG un petit peu. Tous les joueurs qui sont arrivés depuis l'arrivée du Qatar ou avant, depuis que tu suis l'OM, enfin le championnat, tout ça, quel joueur t'aurais voulu voir du PSG à l'OM jouer tout ce que t'as vu, que ça soit sous le Qatari, avec les Neymar, Mbappé, machin, ou avant les Rai, Paoletta. Ce que j'aurais aimé, je vais pas dire, je peux te dire Ronaldinho. Ah, ouais, évidemment. Ronaldinho. C'est le seul joueur que t'as pas prononcé, je me suis dit, il va le dire. J'en avais un autre, hein. C'était Ibrahimovic. Okay. Mais Ronaldinho, c'est le seul joueur où tout le monde a applaudi aussi. Où il a été acclamé au Stade Vélodrome parce qu'on a perdu un 3-0. Et il a fait un match. Il était incroyable. Et d'ailleurs, le jour où je l'ai rencontré, c'était à Doha. C'était pendant la Coupe du Monde. Ouais. Incroyable. Et je lui dis, tu sais, Ronny, je suis Marseillais, mais tu es le seul joueur où à Marseille où on t'a acclamé. C'était au Stade Vélodrome. Tu es le seul Parisien qui a été acclamé avec le maillot du PSG au Stade Vélodrome. Et en guise de... C'était du 100% respect, quoi. Bien sûr. Parce que Ronaldinho, on sait qui c'est, quand même. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, presque. Tout simplement. Donc, quand tu parles d'un joueur qui pourrait éventuellement, que j'aurais aimé voir à l'OM, c'était Ronaldinho. Mais malheureusement, il avait signé au Paris Saint-Germain et je pense que c'était pas dans les corps de l'Olympique de Marseille. Ok, très bien. On va parler un peu de toi aussi. On va parler un peu de toi. Parce que tu t'es lancé dans la musique aussi. Ouais, la musique. D'où c'est venu cette idée? Comment est-ce que tu t'es dit, voilà, je surfe un peu aussi sur ce que je fais sur YouTube avec les vidéos, pourquoi pas faire un dérivé avec de la musique j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé m'ambiancer sur des sons. Et après, moi, le délire chez la famille, c'est un délire qui a commencé en 2014. Je chantais sur un air d'une musique qui s'appelait de Victor Denémé avec Synapson. Donc je reprenais constamment, là, je l'écoutais la musique et je reprenais, je me filmais, je disais tiens la femme sur le refrain. Et le truc c'est que
ça a pris tellement des proportions que les gens me demandaient, mais je trouve pas le son de chez La Famille. Je fais, mais c'est normal, il n'existe pas. Incroyable. Et au bout de 3 ans, ça veut dire en 2017, je demande à un ami, je lui demandais s'il était chaud qu'on puisse sortir un single, en lui expliquant que voilà, c'est un son, mais je pense que ça va être une reprise, mais pourquoi pas. Je pense qu'il y a vraiment un délire, il y a vraiment quelque chose à faire sur ça. Et il a sauté sur l'occasion. J'ai signé avec Mercury. On a fait les choses comme il se doit dans les bonnes règles. Et Tu l'as cartonné le son. Hein. Et le son a fini quand même disque d'or. Ouais. Donc j'ai fait quand même disque d'or avec une musique. Incroyable. Ce qui est quand même incroyable. Ouais. Et j'en reviens toujours pas. Parce que quand je suis chez moi, je le vois le disque d'or. Je fais, mais tu t'en rends compte quand même, tu as fait disque d'or, tu es fada. C'est incroyable. C'est fou. Donc, tu vois, grâce aux vidéos, ça m'a permis d'être polyvalent et faire autre chose et proposer aussi autre chose de ce que peuvent voir les gens sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai fait de la musique, j'ai fait aussi de l'acting, donc j'étais dans le monde du cinéma. Bon, je suis pas Alain Delon, hein, vraiment, attention, hein. Je suis pas Brad Pitt, hein, les gars. Mais j'ai quand même tourné dans des films. Ouais, J'ai fait des bonnes scènes, par exemple Taxi 5. C'est vrai. Oui, C'est pas Titanic, mais c'est Taxi 5, frérot, tu vois. Taxi, tout le monde connaît. Et Taxi, tout le monde connaît. Tu sais qu'en arrivant tout à l'heure sur le boulevard, mon collègue qui est pas du tout de Marseille, il me dit c'est là la fameuse scène où Bengouz il a le journal et qui renverse Franck Gastambide et tout. C'était à côté, sur l'avenue du Prado. C'est exactement. Ouais. Que j'encastre un condé. Ouais. Donc c'est incroyable. T'as des projets futurs par rapport à la musique? La musique, moi après, je vais pas me mettre dans la catégorie chanteur. Même si je suis chanteur, parce que voilà, j'ai sorti quand même pas qu'une musique, j'ai sorti plusieurs musiques, j'ai fait des featuring. Je travaille souvent aussi avec mon ami Paga, qui est dans la production. Mais j'ai fait aussi de la musique, on a fait des featuring j'ai fait un featuring avec Soprano, j'ai fait un featuring avec Jul. J'ai fait des featuring avec quelques personnes aussi de Marseille, avec des Lams, des personnes qui sont connues. Donc voilà, ça m'a quand même mis dans cette catégorie aussi chanteur, même si je le ressens pas, je me ressens pas chanteur. Mais si j'arrive à sortir 1 ou 2 sons par an, pour moi c'est déjà bien, parce que je suis là pour donner cette joie et cette bonne humeur, et de toute façon tu le ressens dans mes musiques, je suis là pour ramener cette good vibes, on va dire, tu vois, ce côté marseillais aussi, tu vois, ce côté festif, ce côté jovial, ce côté joyeux, en fait de ramener ce soleil aux gens qui en ont besoin, tout simplement. Ça fait du bien. Donc j'ai la projet comme musique, comme j'ai aussi des projets dans le monde du cinéma. Mais là, le problème, c'est que voilà, les castings, tout ça, je passe pas trop de casting, mais c'est des choses qui ne seraient tardées. En tout cas, s'il y a des producteurs ils peuvent avoir totale confiance en moi. S'ils ont besoin d'une petite intervention de Bengouz, je suis là avec grand plaisir. Parce que voilà, d'avoir mis un pied quand même dans l'étrier, dans le monde du cinéma, c'est quelque chose de base au début que je m'y connaissais pas du tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et franchement, j'ai pris vraiment goût parce que c'est un univers à part et c'est plaisant surtout. C'est plaisant parce que j'ai fait le film aussi avec Ahmed Silla qui était le film Classico. Ouais. Tu vois, bon, j'ai joué un rôle de Marseillais mais sans être le Bengouz. Parce que dans Taxi, j'étais vraiment Bengouz, tu vois, le fada qui crie de partout, tu as compris. Mais je sais très bien aussi jouer la tristesse, tu vois ce que je veux te dire, c'est des choses qui font partie maintenant de mon quotidien parce que je suis entre guillemets aussi un comédien. Je suis un comédien, je suis artiste. Et le cinéma, c'est quelque chose où je me verrais bien faire vraiment une petite carrière dans ça, quoi. Ok, d'accord. Donc après, à voir comment ça se passera au long des années, mais d'accord. En tout cas, je suis très chaud. Je suis ouvert à toute proposition, les gars. On fait de la pub, Jair, du coup, pour toi, tu vois. Moi, si je vais en revenir du coup à Marseille, tu dis que du coup Marseille c'est une ville extraordinaire, etc. Est-ce que tu peux dire qu'il y a une famille aujourd'hui à Marseille? Tout Marseillais, c'est une seule et même famille? C'est la famille, gros. Je sais. C'est la famille. C'est la famille.
Et c'est une famille, quand tu vois maintenant ben, cette lumière qu'à Marseille, pas que footballistiquement parlant, je parle Ouais, du bien côté sûr. Tout le monde. La de culture. la culture marseillaise, le Mhm. côté des artistes aussi, Mhm. que ce soit dans le monde du cinéma, que ce soit dans le monde de la musique, Ah, bien sûr. que cette lumière qui a été mise en avant depuis... parce qu'au début, c'était un peu compliqué, on va dire. Mais maintenant, on va dire, ça fait quelques années, on va dire une dizaine d'années, que Marseille est un peu plus mise en haut de l'affiche, on va dire. Mm. Parce qu'on le mérite aussi, et parce qu'on a du potentiel. Exactement. Et quand on parle de famille, c'est que ben, Marseille, c'est la famille, quoi. Quand tu vois que le meilleur streamer ben, de France, mais presque limite du monde, ben, c'est un Marseillais et qui s'appelle Jules, tu te dis quand même, c'est incroyable. Et quand tu vois ce mec, ce qu'il fait constamment pour la jeunesse et pour son entourage aussi, à créer des albums avec des centaines d'artistes tout autour d'une table et à faire chacun leur propre son, c'est quand même incroyable. Mhm. Et je te parle de Jules, comme je peux te parler de Soprano, comme je peux te parler aussi de Alonso, comme je peux te parler de l'Algérino. Moi, c'est des personnes qui me viennent en tête parce que c'est des gens qui m'ont toujours, qui m'ont toujours, qui m'ont toujours apporté, qui m'ont toujours soutenu. Les tout premiers soutiens que j'ai eu quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'était Soprano, c'était Jules, c'était Alonso. C'est des mecs Les grandes figures, quoi. des grandes figures où même moi, j'en croyais pas mes yeux. Au début, je me disais, putain, incroyable. Ben, Jules, au début, c'était pas autant que maintenant. Mm. Mais Alonso, c'était quand même c'était Pape, tu vois, c'est le capo des capis, frérot. Soprano, c'est Sopran Baba, frère. Hela, hela, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est le monde. Je te dis, le monde, il tombe sur toi, frère, quand même. C'est incroyable. Et quand tu vois que ces mecs-là, ben, en fait, ils regardent tes vidéos et à chaque fois, ils sont morts de rire et ils sont obligés de te le ressentir en t'envoyant un message ou en t'appelant. Ben, c'est pour ça que je me suis dit, mais je ramène cette joie, cette bonne humeur là, et je continue, mais grave, ça fait tellement plaisir. Et c'est ce soutien qui m'a aussi poussé à aller au-delà de ce que je savais faire, quoi. Parce que comme je t'ai dit, j'étais un peu réservé, un peu timide, mais j'ai un peu mis ça de côté pour essayer de me montrer que c'était quoi aussi ce personnage. Et d'ailleurs, je les remercie parce que tous ces gens-là, ils ont été à côté de moi, à mes côtés pour me mettre aussi un peu en avant. Et derrière, j'ai fait aussi ce taf qui fait que je suis encore là aujourd'hui, tu vois. Donc moi, c'est des gens que je porte dans mon cœur et j'oublierai jamais ce qu'ils ont fait pour moi. Ok. Donc Et c'est là- pour ça que Marseille, c'est la famille, quoi. Exactement. Mais de toute manière, même quand tu arrives ici, tu sens déjà qu'il y a quelque chose de différent que dans les autres villes. Parce que tu vois, on parle de foot, on parle de foot, on parle de rap, on parle d'acting, on parle d'humoriste. Mhm. Même dans le monde de l'humour, dans le monde de l'humour. Quand tu vois, ben, au début, moi, je commençais avec les Dégains. Je sais pas si vous connaissez les Dégains. bien sûr. À l'époque, frérot, les Dégains, ils ont fait un épisode de base. Ils ont commencé avec un téléphone. Après, avec les moyens du bord, ben, ça a pris de l'ampleur et leur projet a grandi. Saison 2, c'est là où j'ai eu aussi mon personnage de Bengouz dans la série. Et que derrière, ils ont commencé à faire un film. Ils ont fait le 1 et le 2. Ouais. Pareil pour les Secpa, pareil pour Sous-Écrou, pareil pour Hichem et Ariles, pareil pour Redon Bougueraba, qui a rempli un stade Vélodrome. C'est quand même incroyable. Avec des blagues. C'est inédit. Et c'est ça qui fait que Marseille, maintenant, ben, on est un peu plus respecté, quoi. Et de toute façon, on nous doit le respect, de toute façon. Avec l'étoile, on nous doit le respect. Tout simplement. Une dernière petite question avant de conclure. On va parler d'une cause ensemble qui te tient énormément à cœur. Ouais. Les enfants. Tu es énormément présent auprès des enfants hospitalisés. Tu es parrain d'une association. Est-ce que tu peux nous en parler Même un petit deux. peu? Même deux associations. Parle-nous un petit peu. Ben, premièrement, ben, au début, quand j'ai commencé à faire mes vidéos,
qui est mon ami maintenant, qui est le président de l'association Les Cuistots du Cœur, qui m'avait proposé gentiment de pouvoir venir sur un événement à l'hôpital Nord pour venir rendre visite aux enfants qui sont atteints d'une maladie et de passer une après-midi sympathiquement en rendant visite aux enfants et en leur faisant passer un peu du bon temps, chose que j'ai faite spontanément et directement, parce que je me suis dit, il y a quoi de mieux que de donner cette joie de vivre à des personnes qui en ont, ça c'est des personnes qui en ont vraiment besoin, car ils vivent un quotidien difficile. Très difficile tout au long des années. Et c'est de là où il m'a proposé d'être de parrain de l'association, et ça fait maintenant, je crois que c'est depuis 2015, hein. Je crois que ça va faire presque 10 ans, presque 10 ans que je suis parrain de cette association Les Cuistots du Cœur, où on est là constamment, chaque événement, que ce soit fin d'année pour Noël, les fêtes de Pâques, ou même quand il n'y a pas de fête en fait. Hein. Parce que c'est pas tous les jours la fête, quoi. On te voit souvent présent avec eux, on voit souvent des photos, etc. de toi. Donc c'est pour ça que prendre son temps pour des personnes qui sont dans le besoin, et qui sont malades, et surtout des enfants, parce que moi les enfants c'est quelque chose c'est particulier. Un enfant, c'est comment te dire, quand tu es minot, moi j'ai le souvenir qu'un jour j'étais parti voir l'équipe de France au Palm Beach avant un match au Vélodrome, et j'ai le souvenir que je crois que c'était Vincent Candela, j'avais demandé la photo et il m'avait un peu nexté, donc rares sont les fois où je me rappelle des choses quand j'étais minot. Mais celle-là, tu vois, tu te dis, bon, Vincent Candela, il m'a mis un ex. Et quand tu es petit, tu es marqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un truc où. Parce que tu es déçu, forcément. Tu as des déceptions. Après, c'est pas méchant, parce que je ne l'en veux même pas, tu vois, mais Vincenzo. Ça, c'est pas Ronaldo. Hein. Mais c'est des choses qui te marquent, en fait. Ouais. Et donc, quand tu peux aller voir des enfants et leur abonner tout ce bonheur, cette joie de vivre, l'espace que d'un petit moment, tu vois, de petits instants, 10-15 minutes, tu restes avec lui, tu papotes, tu rigoles, tu racontes des anecdotes, tu es là, ça rigole. Genre limite, c'est des fois, personnellement, ça te donne encore plus de force à toi, parce que tu te dis, tu es en bonne santé, tu es là. Des fois, tu te plains, comme par exemple là, j'ai mis une attelle à la cheville parce que je me suis fracassé la cheville. Mais alors qu'il y a 1000 fois plus grave dans la vie. Et d'être de là pour ces associations, pour moi c'est primordial, parce que ces gens-là en ont besoin, ces petits en ont besoin, et quand je parle de gens, c'est aussi les familles qui sont tout autour d'eux tout au long de leur épreuve, et c'est eux aussi qui combattent, tu vois. Et des fois, ne serait-ce que de ramener cette joie, cette bonne humeur, c'est peut-être un petit remède, c'est un petit médicament qui fait que un espace d'après-midi, tu oublies ta maladie. Donc pour moi, c'est des choses que j'aime beaucoup faire, et que je me sens vraiment apaisé une fois que j'ai fait cette petite visite. Même si des fois, je t'avoue, je rentre à la maison, je lâche ma petite larmichette, hein, parce que c'est normal. Parce que c'est normal, tu vois. Et puis ce qui m'a fait aussi, comme je t'ai dit, parrain de l'association des Cuistots du Cœur. Donc je t'ai dit, on fait beaucoup d'événements pour les enfants tout au long de l'année. Et c'est ce qui m'a permis aussi de connaître un petit. C'était en 2018 ou 2018-2017, où j'avais rendu visite à un petit qui s'appelait Thomas, et qui était atteint d'une grave maladie. Et le problème, c'est que je pensais pas qu'il allait partir aussitôt. Mais il y a eu un attachement, en fait, tu vois. Donc avec les Cuistots du Cœur, on rend visite au petit. J'ai pris énormément de sympathie avec lui. On est après, même avec ses parents, avec sa mère, bien évidemment, qui est toujours dans mon cœur, et qu'on parle, et qu'on discute souvent. Et puis c'est l'association que sa mère elle combat encore avec l'association de son fils, qui est malheureusement plus là, mais par contre qui sera toujours dans nos cœurs et qu'on n'oubliera jamais. Et de se dire que parce que
une battante, le fait de ne pas pouvoir abandonner son association qui s'appelle les Coccinelles Rouges pour Thomas. Donc aussi, je place aussi cette association-là où je suis aussi parrain. C'est important de faire comprendre qu'elle n'est pas seule aussi, parce que quand elle a besoin d'intervention, comme là, par exemple, je crois que c'est dimanche prochain, il y aura un petit événement au Z5 pour des enfants, dont c'est la mère du petit Thomas qui organise ça. Et il va y avoir un petit buffet où il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont être là. On va distribuer aussi des petits cadeaux, on va leur faire passer un petit après-midi sympathique, comme on a l'habitude de faire. Et je pense que pour moi, c'est primordial de donner cet amour à ces enfants, parce que on ne sait pas de quoi il fait demain. Et puis c'est dur quand tu vois que Mino il part à l'âge de 8 ans, qu'il part à l'âge de 10 ans. Malheureusement, le petit Thomas, c'est pas le seul à être parti. J'en ai vu plein d'autres aussi partir. Et c'est malheureux, mais la vie fait que tu peux pas aussi... tu peux pas faire... tu peux rien faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. T'es impuissant devant ça. Donc à partir de ce moment-là, tu fais le maximum, et après... Mais là, une fois que le petit est parti, c'est pas pour autant que tu l'oublieras, quoi. Tu comprends? D'ailleurs, on mettra du coup dans la vidéo les 2 petits liens du coup pour faire les dons aux associations. Chantier. Parce que on le sait qu'il était ultra présent et les enfants c'est très important. Bien sûr qu'après, si ça peut aider, comme je t'ai dit, les associations sont toujours là pour donner cette joie de vivre, et constamment ils sont là pour faire face au malheur de tous ces enfants qui ont tout au long de ces années, et qui combattent avec des perfusions, des rendez-vous chez le docteur, de passer son temps aussi à l'hôpital, de rentrer à la maison, de retourner à l'hôpital comme si c'était normal, quoi. Alors que tu te dis, mais ta place elle est chez toi avec tes parents, quoi. Tu vois ce que je te gère. Donc c'est pour moi que c'est de donner un peu cet amour, ça me fait du bien. Et après c'est peut-être aussi ça qui fait que les gens voient en moi que, malgré que je suis un peu fadoli, tu vois, parce que c'est vrai que Bengou c'est un vrai fadoli, il y a ce côté fou, mais il y a ce côté aussi sincère, tu vois. Parce que moi je peux me plier en 4 pour une personne, et des fois le rendu c'est pas le même, tu vois ce que je veux dire. Ah bien sûr. Donc du coup en fait tu en donnes tellement que limite tu en reçois pas, tu vois. C'est la séquence émotion, messieurs. C'est la séquence émotion. Donc en tout cas, une chose à dire, c'est que quand vous faites les choses, faites-le avec le cœur, faites-le sans penser au retour. Quand tu le fais parce que tu sens de le faire, et que c'est pour toi, et que c'est dans ton intérêt, tout simplement. Exactement. Voilà. Exactement. Bengouz, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Franchement, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci de ta disponibilité. Merci d'avoir été présent. Merci de ces petits moments qui étaient vraiment très sympathiques. Un très bon On moment. finit sur une petite note, on va dire, séquence émotion. Après, c'est le cœur qui parle, les gars. Donc, j'essaie de pas trop en faire non plus, mais quand on parle de choses qui sont sincères, c'est le cœur qui parle. C'est exactement ça. Et je voulais faire une dédicace aussi, Il y a tonton René, tu vois, aussi, qui a fait aussi que je suis aussi ce personnage aussi un peu atypique, où on a fait pas mal de choses ensemble. Et c'est aussi cette pensée que j'ai pour lui aussi, tout simplement. Une grosse pensée aussi à René. Ouais, exactement. Tout à fait. Merci à vous, les frères. Merci à toi. Merci à toi, Ben. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. J'espère qu'on se refera un petit truc plus tard. Je te parlerai de mes grands films et de mes grandes cascades sur des films, tu vois. Avec plaisir. Et on parlera peut-être aussi de cette deuxième Ligue des Champions quand on gagnera. Allez. En 2030. Allez. Le pari est fait. Allez. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci les gars.